À la mi-2014, l'État islamique d'Irak et du Levant, également connu sous le nom du groupe terroriste Daesh, avait réussi à s'emparer de nouveaux territoires dans certaines régions d'Irak et de Syrie. En exploitant l'instabilité politique en Irak, les militants ont pu lancer une offensive dans les régions nord du pays, ainsi que sur plusieurs bastions syriens. Là où ils visent à établir un califat, un État qui serait gouverné par la loi islamique, la charia. Pour atteindre leur objectif, ces terroristes ont utilisé des tactiques de choc brutales, notamment des exécutions et des meurtres publics, la détonation d'explosifs attachés à des véhicules et des enlèvements contre rançon qui servaient à financer leur conquête. La déclaration de l'État islamique comme califat a attiré une multitude de combattants étrangers qui ont afflué en Irak et en Syrie pour rejoindre Daesh, alors qu'ils tentaient d'étendre leur influence partout au milieu des violations continues des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité commis par Daesh. La Royal Air Force du Royaume-Uni a tenté de larguer de l'aide humanitaire au peuple yazidi du nord de l'Irak qui était ciblé par l'État islamique dans un génocide brutal. Ce qui avait commencé comme un simple largage aérien allait se transformer en une opération d'une décennie visant à intervenir contre les plans de l'État islamique. Alors que l'armée britannique, la Royal Air Force et la Royal Navy apportèrent leur soutien au sol, menèrent des frappes aériennes et effectuaient des missions de reconnaissance. Ce serait une opération massive, connue sous le nom d'opération Shader, qui verrait des centaines de millions de livres d'aide envoyés en Irak et en Syrie, alors qu'environ 4300 combattants ennemis auraient été tués au cours de l'opération. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons analyser les événements clés de l'opération Shader et voir comment elle s'est déroulée en Irak et en Syrie. Nous allons d'abord examiner les événements qui se sont déroulés en Irak pendant l'opération avant de passer à ce qui s'est passé en Syrie et au-delà. C'est un voyage qui nous mènera de l'été 2014 jusqu'à l'été 2024, en examinant les faits et les chiffres de ce que la Royal Air Force a décrit comme la mission aérienne la plus intense qu'elle ait menée depuis 25 ans. Voici l'opération Shader. Bienvenue à Guerre du Monde. Après que l'État islamique a pris le contrôle du nord de l'Irak en 2014. Le gouvernement irakien fracturé a demandé l'aide des États-Unis, appelant à des frappes aériennes sur les terres désormais contrôlées par Daesh. En octobre de cette année-là, les Américains soutiendraient les Irakiens avec la création de la force opérationnelle interarmée combinée pour l'opération Inherent Resolve. Et ils visaient à détruire l'État islamique une bonne fois pour toutes. Les Américains tenaient à ce que cela soit perçu comme un effort multinational. Cependant, lors du sommet de l'OTAN de 2014 qui s'est tenu à Newport, au pays de Galles, le secrétaire d'État américain John Kerry a encouragé plusieurs pays alliés à former une coalition militaire, afin de mettre l'État islamique à genoux. Plus précisément, il a commencé à faire pression sur les ministres du Royaume-Uni, de l'Australie, de la France, du Canada, du Danemark, de l'Allemagne, de la Turquie et de l'Italie pour qu'ils agissent. Beaucoup de ces pays interviendraient et collaboreraient même pour réprimer la menace croissante de l'État islamique au cours de la décennie suivante. Mais principalement, l'opération Shader était l'œuvre de l'armée britannique, de la Royal Air Force et de la Royal Navy. Pendant ce temps, en Irak, l'État islamique avait commencé son génocide contre le peuple yézidi, un groupe autochtone de langue kurde qui pratique le yézidisme, une forme de religion traditionnelle ayant ses origines en Iran. Dans une tentative de forcer tous les habitants des territoires de l'État islamique à adopter la religion musulmane, les militants ont commencé à kidnapper et à faire le trafic des femmes et des filles yézidis et ont tué jusqu'à 5000 hommes,
Beaucoup de ces personnes, victimes de trafic, étaient forcées d'aller dans des camps de conversion de l'État islamique et de se convertir. De nombreux yézidis persécutés ont fui vers la région du Kurdistan irakien qui n'était pas encore tombée sous le contrôle de l'État islamique. Le génocide a attiré l'attention internationale et les Nations Unies ont rapidement accusé l'État islamique de crimes contre l'humanité et de graves violations des droits de l'homme. Parmi ceux qui ont tenté de rejoindre le nord de l'Irak pour larguer de l'aide humanitaire figurait la Royal Air Force britannique, dont la première opération a eu lieu le 9 août 2014. 2 avions Lockheed C-130 Hercules ont effectué le premier voyage et ont réussi à larguer de l'aide dans les montagnes de Sinjar, où de nombreux Yazidis se trouvaient, pendant que ces largages aériens étaient en cours. Le ministère de la Défense du Royaume-Uni a annoncé que plusieurs avions d'attaque Tornado Ground, reconnaissance 4, accompagneraient les largages d'aide afin de fournir une reconnaissance des positions possibles de l'État islamique en contrebas, permettant ainsi une livraison de l'aide plus fiable. À leur côté se trouveraient 4 hélicoptères de transport Chinook au cas où des missions de sauvetage de réfugiés devraient être menées au cours des jours suivants. Jusqu'au 14 août, la Royal Air Force continuerait à fournir de l'aide aux Yazidis déplacés sur le terrain. Mais ils se sont vite concentrés sur la surveillance des mouvements et de l'activité de l'État islamique. Ces nouveaux plans ont vu non seulement les tornados déployés pour recueillir des renseignements, mais aussi les Reapers, Sentinel, Shadow et Sentry. Ces avions patrouilleraient dans le ciel du nord de l'Irak et de la Syrie, surveillant tout changement dans le comportement des terroristes au cours des semaines et des mois à venir. Il n'y avait aucun plan actif pour que les Britanniques s'engagent dans des combats avec l'État islamique. Jusqu'à présent, les tornados étaient sous ordre de ne pas mener de frappes aériennes car le Parlement ne les avait pas approuvées. Michael Fallon, secrétaire à la Défense, a déclaré que la Grande-Bretagne soutiendrait des frappes aériennes et des opérations terrestres, mais qu'on ne lui avait pas demandé de les lancer. Tout cela a changé cependant lorsque le Premier ministre britannique, David Cameron, a rappelé le Parlement pour débattre de l'autorisation de frappes aériennes contre l'État islamique. Le 26 décembre 2014, Cameron avait annoncé que le gouvernement irakien avait demandé des frappes aériennes britanniques pour les aider à combattre la brutale organisation terroriste qu'était l'État islamique. Il a également exprimé des inquiétudes quant au fait que ce groupe représenterait une menace pour la sécurité du Royaume-Uni si l'armée restait inactive. Après 7 heures, le Parlement a voté en faveur des frappes aériennes. En avançant, 524 voix ont soutenu les frappes, contre seulement 43 qui ne les ont pas soutenues. Presque immédiatement après que le Parlement a approuvé les frappes aériennes dans le nord de l'Irak, des plans ont été mis en place pour lancer l'offensive dès que possible. 6 Tornado Ground. Reconnaissance 4 stationnés à la base Royal Air Force Akrotiri à Chypre devaient être envoyés en Irak pour commencer les frappes, dont 2 l'ont fait le 13 septembre 2014. Les renseignements avaient révélé la position de plusieurs armes lourdes de Daesh que les tornados ont pu détruire avec succès à l'aide d'une bombe guidée par laser. Alors qu'un camion armé à proximité lançait un missile Brimstone à guidage autonome pour terminer le travail, 2 autres tornados, ainsi que plusieurs drones MQ-9 Reaper, ont rejoint l'opération Shader en octobre suivant, ces derniers ayant réussi à cibler une position de Daesh avec des tirs de missiles. Le 10 de ce mois-là, Michel Fallon, le secrétaire à la défense du Royaume-Uni, avait fait remarquer cela. À la fin de l'année, la Royal Air Force avait mené un très grand nombre de missions dans le nord de l'Irak, n'étant dépassées en nombre que par celles effectuées par les États-Unis. En octobre 2014, des missions de formation ont débuté à Erbil, en Irak, pour apprendre aux peshmergas irakiens à utiliser les mitrailleuses lourdes britanniques. Au départ, seulement 12 soldats britanniques ont été envoyés pour former les Irakiens à l'utilisation de ces armes. Mais leur nombre a rapidement augmenté. 12 sont devenus 50, puis 100 et finalement 300. En 2016,
Environ 31 000 combattants peshmerga ont été formés à l'utilisation de ces armes lourdes contre Daesh, donnant ainsi aux forces locales une meilleure chance de se défendre face à la menace terroriste persistante. Cependant, une fois les frappes aériennes commencées, des inquiétudes sont apparues au sein du public britannique concernant la possibilité d'un enlisement de la mission. C'est le processus par lequel des opérations réussies lors d'une guerre conduisent à des opérations plus ambitieuses et plus difficiles. À mesure que la mission s'étend bien au-delà de son objectif et de sa portée initiaux, l'enlisement de la mission a été constaté lors de la guerre en Irak et de la guerre en Afghanistan, et le public tenait à éviter que cela ne se reproduise. Le Parlement a maintenu que les troupes au sol ne seraient pas déployées pour combattre Daesh dans le nord de l'Irak et qu'elles se concentreraient uniquement sur la formation des combattants irakiens. La seule fois où le Parlement a fait exception à cela fut lors d'une mission en 2014 qui a vu le déploiement du 2e bataillon du régiment royal du Yorkshire à Erbil pour sécuriser une zone d'atterrissage d'hélicoptères en vue de l'extraction de réfugiés. Les soldats sont arrivés et repartis en seulement 24 heures. Bien que de nombreuses spéculations évoquent l'implication possible des forces spéciales britanniques dans des offensives terrestres contre l'État islamique. Pendant l'opération Shader, les forces terrestres régulières ont été largement utilisées uniquement à des fins de formation et de soutien. Peu de temps après qu'une année se soit écoulée depuis le début de l'opération Shader. Les Tornados et les Reapers envoyés dans les territoires contrôlés par l'État islamique avaient mené plus de 1300 missions individuelles. Cela comprenait environ 300 frappes aériennes avec 311 missiles 1, 4 Hellfire 100, 17 missiles Brimstone et 540 bombes guidées par laser pavouées, 4 larguées. Collectivement, ces frappes aériennes, en janvier 2016, auraient tué 330 combattants de l'État islamique. Combinées aux efforts des États-Unis, ces actions commençaient à entamer le flanc d'une organisation terroriste extrêmement dangereuse. La prochaine frappe aérienne notable eut lieu en juin 2016 lorsque la Royal Air Force bombarda un bunker en béton situé à l'ouest de l'Irak en utilisant des missiles de croisière Storm Shadow. Ce bunker servait d'entrepôt d'armes pour l'État islamique et en le détruisant, les forces britanniques pourraient stopper la distribution d'armes lourdes parmi les militants terroristes des environs. Les missiles Storm Shadow, qui atteignent des vitesses de plus de 600 miles à l'heure lorsqu'ils sont lancés, sont capables de pénétrer profondément dans leur cible avant de détonner grâce à leur système de tête de guerre à 2 étages. C'est ainsi qu'ils ont été employés contre ce bunker d'armes. C'était la première fois que le Royaume-Uni utilisait ces armes dans le cadre de ses efforts pour l'opération Shader. Les 4 missiles tirés ont tous atteint directement le bunker et la frappe aérienne a été considérée comme un succès. Pendant que la Royal Air Force poursuivait ses frappes aériennes sur le territoire de l'État islamique. De la fin 2016 au début 2017, de nombreux ingénieurs ont été déployés pour aider à la construction d'installations de formation sur la base aérienne irakienne d'Al-Assad. À cette époque, environ 600 membres du personnel britannique directement ou indirectement contribuaient à la formation de milliers et de milliers de soldats irakiens qui pouvaient ainsi mener le combat contre Daesh sur le terrain. Dans l'ensemble, les programmes de formation menés sur plusieurs bases irakiennes ont été un grand succès, mais en janvier 2017, la catastrophe a frappé. Le caporal Scott Etherington, qui était stationné au camp Taji en Irak, a été accidentellement tué par son ami proche, le caporal Colin Tika. Selon les rapports, ses 2 meilleurs amis plaisantaient en nettoyant leurs pistolets de service. Tika, qui n'avait pas réalisé qu'il avait armé son arme avec une cartouche dans la chambre, a tiré une seule balle dans la poitrine de Etherington lorsqu'il a appuyé sur la détente pour plaisanter, le tuant sur le coup. Tika serait condamné à 3 ans de prison ayant reconnu l'homicide involontaire par négligence. Le programme de formation lui-même serait en fait temporairement suspendu en janvier 2020,
Lorsque les tensions ont commencé à monter entre l'Iran et les États-Unis à la suite de la frappe aérienne sur l'aéroport international de Bagdad. Le président des États-Unis, Donald Trump, avait ordonné que la frappe soit menée et le commandant iranien Qasem Soleimani a été tué. En conséquence, des préoccupations de sécurité sont apparues, ce qui signifiait que les troupes britanniques ne pouvaient pas former de manière fiable d'autres soldats irakiens, avec le risque qu'un nouveau conflit éclate si près de leur base. De plus, la pandémie de Covid-19 avait entraîné une réduction supplémentaire du programme de formation, afin de ne pas mettre les soldats en danger avant même qu'ils ne puissent utiliser leurs armes. De plus, en mars 2020, une milice soutenue par l'Iran a organisé une attaque à la roquette contre le camp Taji, tuant 3 soldats, dont l'un était le caporal britannique Brodie Gillen. Les Américains ont riposté contre le groupe responsable par une frappe aérienne. Et le programme de formation, bien qu'encore opérationnel, ne connaîtrait pas autant de succès qu'au début de l'opération Shader. Après une série d'offensives réussies contre Daesh en Syrie, la Royal Air Force a réduit l'ampleur de ses missions aériennes de 2019 jusqu'en avril 2020. Pendant 9 mois, la Grande-Bretagne a suspendu ses frappes aériennes, les reprenant avec l'introduction des Eurofighter Typhoon ainsi que des Reapers dans les terres au nord de Bagdad. Ces frappes ont vu la Royal Air Force cibler des bâtiments appartenant à Daesh dans les régions de Tuskerma et Kirkouk, au cœur des montagnes. Pavoué 4, des bombes guidées par laser ont de nouveau été utilisées pour cibler les terroristes à l'intérieur de ces bâtiments, après s'être assuré qu'aucune victime civile ne serait à déplorer. En procédant ainsi, après ce retour au bombardement de l'État islamique depuis les airs, la Royal Air Force a continué d'effectuer jusqu'à 40 frappes aériennes jusqu'en juillet 2020. Les frappes aériennes intensives se sont poursuivies en 2021 lorsque des missiles Storm Shadow ont de nouveau été utilisés pour cibler les militants de l'État islamique qui se cachaient dans des grottes à travers les montagnes du nord de l'Irak. On estime que les frappes aériennes entre 2019 et 2021 ont tué au moins 27 membres de l'État islamique en blessant 4 autres. Après 2021, les frappes aériennes se sont de nouveau calmées. Seulement 2 frappes ont eu lieu pendant toute l'année 2022 et 2 frappes notables en 2023 ont réussi à toucher des cibles majeures de l'État islamique tout en soutenant les forces de sécurité irakiennes. Puis, en avril 2024, des Typhoon britanniques ont frappé un lance-roquettes de l'État islamique qui visait des membres des forces de la coalition dans les montagnes du nord de l'Irak. On pense que l'État islamique a perdu une grande partie de son territoire en Irak en 2017, lorsque le premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé que l'État islamique avait été complètement expulsé du pays. Les responsables britanniques, cependant, restèrent convaincus que l'État islamique représentait toujours une énorme menace pour le Royaume-Uni. Et ils n'ont pas mis fin au front irakien de l'opération Shader avant septembre 2024. La fin de l'opération en Irak a vu le Royaume-Uni passer à un rôle davantage axé sur la sécurité qu'à un rôle purement offensif. Et d'autres missions, y compris les frappes aériennes, ont depuis cessé. Malgré la fin de l'opération Shader, les avions de la Royal Air Force patrouillent encore aujourd'hui au-dessus du nord de l'Irak. Et ils continueront probablement à le faire dans un avenir prévisible. Le rôle de la Syrie dans l'opération Shader remonte à 2013 avant le génocide des Yazidis et avant qu'État islamique ne puisse s'emparer de nouvelles régions au Moyen-Orient. Le 21 août 2013, les forces militaires du président syrien Bachar el-Assad, agissant pendant la guerre civile syrienne, ont lancé une série de roquettes sur 2 zones contrôlées par l'opposition autour de la capitale Damas. Ces roquettes contenaient l'agent neurotoxique extrêmement toxique sarin, qui peut rapidement provoquer la mort par asphyxie, la personne touchée ayant du mal à contrôler les muscles de sa gorge. Bien que le nombre exact de morts causées par cette attaque chimique soit inconnu, on estime que de 281 à 1729 personnes y ont perdu la vie.
ce serait l'utilisation d'armes chimiques, la plus meurtrière depuis la guerre Iran-Irak, qui a duré une grande partie des années 1980. L'attention internationale s'est rapidement tournée vers la Syrie après cette attaque. Et la Chambre des communes, sous la direction du Premier ministre David Cameron, a voté pour décider s'il fallait ou non mener une action militaire contre les forces d'Al-Assad. Finalement, la décision a été prise de ne pas aller de l'avant avec une offensive en Syrie. Une action qui a été considérée comme une erreur et une défaite pour Cameron par les médias britanniques. Peu après la décision, le porte-parole de Cameron a toutefois insisté sur le fait que, même si aucune action ne serait menée contre le gouvernement syrien, des actions contre les forces terroristes en Syrie pourraient encore être envisagées. Pour aller de l'avant avec cela, Cameron aurait eu besoin de l'approbation d'un autre vote à la Chambre des communes, à moins qu'il n'agisse pour prévenir une catastrophe humanitaire en Syrie. La situation a atteint un point critique lorsque, plus tard, en 2013, des terroristes de l'État islamique ont enlevé 2 travailleurs humanitaires britanniques en Syrie, David Haines et Alan Henning, lors d'incidents distincts. Ces otages seraient détenus jusqu'en 2014 et des menaces ont été proférées contre la vie de Haines, exhortant l'armée américaine à mettre fin à ses interventions en Irak et en Syrie s'il devait un jour survivre. David Cameron a répondu publiquement, déclarant que le Royaume-Uni ne céderait pas à leurs exigences et que l'État islamique serait éradiqué en conséquence de leurs actions. L'État islamique a réagi en diffusant une vidéo horrible montrant un terroriste vêtu de noir, dont seuls les yeux étaient visibles, procédant à la décapitation de Haines. Ce terroriste serait surnommé par les médias Jihadi John, qui serait plus tard identifié, après une chasse à l'homme intense, comme un ressortissant britannique. Mohamed Mouazi, qui avait vécu à Londres avant de rejoindre l'État islamique, exécuterait également plus tard Alan Henning. En réponse aux frappes aériennes menées par le Royaume-Uni en Irak dans le cadre de l'opération Shader, les premières missions de surveillance ont commencé en 2014. La Royal Air Force avait envoyé des drones Reaper depuis Chypre afin de recueillir des renseignements sur les positions des militants de l'État islamique. Puis, en novembre 2014, une mission dirigée par les États-Unis pour éliminer Mouazi, soutenue par la Royal Air Force, a abouti à la mort de ce terroriste tristement célèbre. Il avait été tué lors d'une frappe alors qu'il quittait un bâtiment pour monter dans son véhicule et l'État islamique lui-même a rapidement confirmé sa mort. Cela aurait pu être la fin de l'histoire pour la Syrie. Mais une autre attaque terroriste en juin 2015 a poussé le gouvernement à agir de nouveau. Cette fois-ci, le tireur de Daesh, Saïfeddin Rezgui, avait attaqué un complexe hôtelier à Port El Kantaoui, en Tunisie, tuant 38 personnes. 30 de ces victimes ont été confirmées comme étant des vacanciers britanniques. David Cameron a vite demandé que la Grande-Bretagne effectue des frappes aériennes sur les zones syriennes contrôlées par Daesh depuis leur conquête de 2014, alors que les avions de la Royal Air Force opéraient déjà dans l'espace aérien syrien. Ils menaient principalement des missions de surveillance ou apportaient un soutien à l'États-Unis Air Force. Cela a changé en septembre 2015 lorsqu'un drone Reaper de la Royal Air Force a tué 2 militants britanniques de l'État islamique, Rahul Amin et Raïd Khan, tous deux en Syrie. David Cameron a expliqué publiquement qu'il s'agissait d'un acte de légitime défense. Les terroristes en question auraient, selon les informations, planifié des attaques contre le Royaume-Uni avant d'être tués. Les arguments en faveur d'une orchestration de frappes aériennes par la Grande-Bretagne en Syrie se sont intensifiés à nouveau en novembre 2015 lorsqu'une série d'attentats terroristes coordonnés a eu lieu à Paris, en France. Cela a poussé Cameron à plaider devant le Parlement pour que le Royaume-Uni s'implique dans des frappes contre les territoires contrôlés par l'État islamique. Et à la suite d'un débat de 10 heures en décembre, la Chambre des communes a voté en sa faveur, quelques heures seulement après que la proposition de Cameron pour des frappes aériennes ait été adoptée. 4 Tornado Ground, Reconnaissance 4, ont décollé de leur base de la Royal Air Force à Chypre pour lancer les premières attaques contre les positions de l'État islamique en Syrie.
Ils ont été rejoints par un drone Reaper et un avion ravitailleur, puis se sont dirigés vers le champ pétrolifère d'Omar dans l'est du pays. Ce champ pétrolifère avait été saisi par l'État islamique après ses conquêtes territoriales en 2014 et la région restait une source de revenus considérable pour les terroristes. Le détruire mettrait un frein à leur plan d'expansion. La mission a été rapportée comme un succès et des bombes guidées par laser Paveway 4 ont été utilisées pour détruire 6 cibles clés de Daesh dans les champs pétrolifères. Au cours des 2 années suivantes, environ 85 frappes aériennes individuelles auraient lieu contre les militants de Daesh sur le sol syrien. Seuls les États-Unis ont pu en effectuer davantage. En mai 2015, les forces spéciales britanniques et américaines qui opéraient à Al-Amir, en Syrie, dans le cadre de l'opération Shader, ont retrouvé un dirigeant important de l'État islamique, Abu Sayyaf. Ils avaient l'intention de le capturer, mais l'altercation qui a suivi a conduit à sa mort. À la place, les soldats ont pu capturer sa femme, Sayyaf, et libérer une jeune femme yézidi qui serait, selon les croyances, l'esclave de Sayyaf. Plus tard cette année-là, les forces spéciales ont également tué 6 militants de l'État islamique lors d'une opération de sauvetage. Les missions terrestres étaient de plus nombreuses en Syrie qu'elles ne l'étaient sur le front irakien de l'opération Shader. En 2016, il a été rapporté que les forces spéciales combattaient en réalité en première ligne, soutenant la nouvelle armée syrienne alors qu'elle se défendait contre les attaques menées par l'État islamique. Ils auraient également aidé à reconstruire une base militaire dans un village repris à l'État islamique, les forces syriennes leur fournissant des armes et une formation. Un nombre relativement restreint de forces spéciales britanniques est resté sur la base pour aider à assurer la surveillance et la défense générale de la zone. Parallèlement, comme ce fut le cas avec l'opération Shader en Irak, des instructeurs militaires britanniques avaient été envoyés dans des pays alliés voisins comme la Turquie pour soutenir le programme de formation des États-Unis destiné aux membres de l'armée syrienne. Environ 75 membres du personnel britannique ont participé au programme de formation qui enseignait aux Syriens l'utilisation des armes légères, les soins médicaux et les tactiques de première ligne, pour mieux défendre leur pays contre la menace de Daesh. La période de formation a duré plus de 3 ans, pendant lesquels plusieurs soldats britanniques ont soutenu la création d'un nouveau bataillon dans les régions du sud de la Syrie. Les soldats formés ici étaient des combattants tribaux locaux venant des collines et des montagnes, qui ne cibleraient pas l'État islamique, mais se concentreraient plutôt sur les forces militaires du président Bachar el-Assad. Alors que la formation, les frappes aériennes et les missions des forces spéciales se poursuivaient, l'armée britannique a pu fournir aux combattants anti-État islamique en Syrie environ 500 000 cartouches de munitions. Il a également été confirmé en 2015 que des troupes des forces spéciales opéraient en Libye après la montée de l'État islamique dans ce pays. Une vingtaine de soldats britanniques ont aussi été envoyés pour sécuriser la frontière tuniso-libyenne. David Cameron avait confirmé que le Royaume-Uni serait prêt à intervenir en Libye à tout moment, surtout s'il y avait une menace pour la vie des Britanniques dans la région. Ce qu'il devait attendre, cependant, c'était la mise en place d'un gouvernement d'unité stable en Libye avant d'intervenir. Néanmoins, des appareils de la Royal Air Force ont commencé à opérer dans l'espace aérien libyen à partir de 2015, ce qui a été présenté comme étant uniquement à des fins de reconnaissance, tandis qu'il n'y avait aucun rapport de combat direct entre l'armée britannique et l'État islamique. Cette année-là, un incident a vu un Boeing reconnaissance 135 ciblé et brouillé un signal de communication contrôlé par Daesh. Le signal avait été émis depuis un bastion de l'État islamique dans la ville de Sirte et rien n'a dégénéré au-delà de cela. Pendant ce temps, l'opération Shader commençait à s'avérer risquée en Syrie à la fin des années 2010. En 2018, le sergent des forces spéciales Matt Tonro a perdu la vie après qu'une explosion accidentelle a été déclenchée par les forces alliées américaines à Manbij. Le maître-sergent des commandos américains Jonathan J. Dunbar a également été tué dans cette explosion.
Le duo participait à une opération conjointe dans le nord de la Syrie contre les militants de l'État islamique lors de la catastrophe. Tonro était le seul soldat britannique à avoir été tué en service actif lors des opérations contre l'État islamique. De plus, en 2019, 2 soldats des forces spéciales britanniques ont été blessés lors d'une attaque menée par l'État islamique alors qu'ils apportaient leur soutien aux forces démocratiques syriennes. Chère campagne des ors, l'État islamique a perdu une grande partie de son territoire en Syrie après la bataille de Baghouz Fourkani, un événement qui verrait l'État islamique réduit à de petites poches de militants dans les collines. Principalement, cette bataille a été menée par les forces démocratiques syriennes et soutenue par des membres des armées des États-Unis et du Royaume-Uni. Bien que la bataille relevait de la force opérationnelle interarmée combinée des États-Unis pour l'opération Inherent Resolve, elle a préparé le terrain pour ce qui allait arriver à l'armée britannique en Syrie. La bataille a été rapportée sous l'angle selon lequel Daesh avait été presque entièrement vaincu par les forces alliées, et que l'opération Shader allait désormais se concentrer sur l'éradication des dernières poches de militants de Daesh cachés en Syrie. En juin 2021, la Royal Navy allait lancer sa première contribution majeure à l'opération Shader, en déployant le groupe aéronaval britannique 21 en Méditerranée afin de donner aux appareils de la Royal Air Force un meilleur accès au territoire de Daesh en Syrie. Ce groupe aéronaval était centré autour du porte-avions Her Majesty's Ship Queen Elizabeth, qui était capable de transporter jusqu'à 60 appareils. Le porte-avions accueillait à la fois les F-35B Lightning II, furtifs de la Royal Air Force et du corps des Marines des États-Unis, qui pouvaient mener des frappes aériennes sur les territoires côtiers de Daesh en Syrie. Alors que le Her Majesty's Ship Queen Elizabeth était stationné en mer, les opérations menées de cette manière furent, à tous égards, un grand succès et plusieurs cibles furent éliminées. En juillet 2021, le groupe de frappe avait été dissous, mais des frappes aériennes ont été confirmées par l'Institut naval des États-Unis. Par ailleurs, les frappes aériennes de la Royal Air Force en Syrie se sont poursuivies jusqu'à la fin de l'opération Shader en 2024. En 2021, un drone ennemi a été abattu à l'extérieur de la base militaire d'Al-Tanf, dans le sud, ce qui a été orchestré par un typhoon, en tirant un missile RR Asram à courte portée. En 2022, la première et unique frappe a eu lieu lorsque la Royal Air Force a frappé une cible à Al-Bab, juste au sud de la frontière syrienne avec la Turquie. Un membre éminent de Daesh a été tué lors de la frappe, lui qui fabriquait et transportait à la fois des armes chimiques et biologiques. Enfin, en 2024, un membre de Daesh a été tué lors d'une frappe de drone alors qu'il traversait une zone non divulguée du désert syrien. Les avis étaient à partager dès le début concernant l'initiative du Royaume-Uni pour l'opération Shader. Ceux qui s'opposaient à l'intervention du pays en Irak et en Syrie le faisaient généralement avec beaucoup de passion, même avant que le vote n'ait lieu. La députée du Parti travailliste, Rushanara Ali, une musulmane pratiquante, a écrit au chef du Parti travailliste de l'époque, Ed Miliband, et a déclaré, je cite, « J'apprécie la sincérité des membres du Parlement de tous les côtés de la Chambre qui, aujourd'hui, soutiennent une action militaire contre l'État islamique en Irak et au Levant. Je sais que les musulmans britanniques sont unis dans la condamnation totale des meurtres commis par l'État islamique en Irak et au Levant. Cependant, il existe une véritable conviction, tant dans les communautés musulmanes que non musulmanes, que l'action militaire ne fera qu'engendrer davantage de bains de sang et de souffrance pour le peuple irakien. » Le public britannique, lui aussi, avait des opinions fortement opposées sur les frappes aériennes. De nombreux résidents de gauche du pays ont appelé les députés à voter contre les frappes aériennes, ce qui a entraîné déception et inquiétude lorsque David Cameron a annoncé qu'elles auraient bien lieu. L'opération Shader a été accueillie par certains groupes comme la coalition Stop the War par des marches de protestation à Londres en 2014 et 2015 en opposition à la décision possible du gouvernement.
Un homme politique en 2021 deviendrait une victime indirecte de l'opération Shader après avoir voté en faveur des frappes aériennes. En Syrie, David Amos du Parti conservateur a été assassiné par l'extrémiste islamiste Ali Habi Ali, un citoyen britannique d'origine somalienne. Ali a été arrêté sur les lieux après avoir infligé plusieurs coups de couteau à la poitrine d'Amos et recevra plus tard une peine de réclusion à perpétuité incompressible. Avant ce meurtre, de nombreux politiciens qui avaient voté ou prévoyaient de voter en faveur des frappes aériennes ont signalé avoir reçu des menaces de mort. À l'international, la Grande-Bretagne serait saluée pour son travail lors de l'opération Shader. Le président des États-Unis, Barack Obama, a qualifié le Royaume-Uni de l'un des partenaires les plus précieux de l'Amérique au sein de la coalition anti-Daesh. Par ailleurs, des responsables russes ont commencé à manifester leur soutien à l'opération, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, appelant à des efforts plus universels contre l'État islamique à l'avenir. Pendant que l'opération Shader était en cours, les attaques terroristes de Daesh se sont poursuivies périodiquement. Il a été rapporté que cela était en représailles aux actions militaires britanniques en Irak et en Syrie. En mai 2017, le terroriste affilié à Daesh, Salman Abedi, a fait exploser une bombe à clous dans la Manchester Arena à la fin d'un concert d'Ariana Grande. 22 personnes sont mortes dans l'explosion, tandis que 1017 autres ont été blessées. Alors que Salman Abedi a mis fin à sa vie lors de l'attentat, son frère Hachem Abedi a été reconnu coupable d'avoir fourni le matériel aux terroristes pour fabriquer cette bombe. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 55 ans, ce qui constitue la plus longue peine de prison à vie jamais prononcée par un tribunal britannique. Plus tôt cette année-là, une attaque distincte menée par le terroriste Khalid Massoud a vu l'auteur foncer en voiture sur une rue très fréquentée de piétons le long du côté sud du pont de Westminster à Londres. 4 des 50 personnes qu'il a blessées sont décédées. Il a ensuite poignardé un policier non armé et a été abattu par un policier armé. En réponse, l'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque et on pense que Massoud menait le djihad en représailles à l'intervention britannique au Moyen-Orient. Après la fin de l'opération Shader en 2024, une présence militaire britannique continue d'exister à la fois en Irak et en Syrie. La coalition anti-Daesh a officiellement mis fin à ses missions de combat en septembre 2025, mais un soutien militaire est toujours assuré. Bien que l'opération Shader ait contribué à la défaite territoriale de Daesh en Irak, en Syrie et en Libye, la menace n'a pas été totalement anéantie. Et en conséquence, une position plus défensive a désormais été adoptée pour empêcher l'État islamique de reprendre le pouvoir. Le sort de leurs membres survivants, du moins pour l'instant, reste à voir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a informé, laissez un j'aime ou un commentaire. Tout notre contenu, de la recherche et l'écriture du script, jusqu'au montage et à la narration, est entièrement réalisé par des humains sans utilisation d'intelligence artificielle. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne, pensez à vous abonner et à utiliser l'icône de cloche pour recevoir des notifications lors de la sortie de la prochaine vidéo de Guerre du Monde. Merci d'avoir regardé.